Oui, donc alors bonjour à toutes. Nous allons pendant 1h15 faire une table ronde avec 4 femmes sages, 4 femmes je vais vous présenter, peut-être qu'ils sont déjà connus. La première, c'est Marisa Ortolan, à ma droite, femme tantrique, thérapeute psychocorporelle. Elle enseigne le tantra qui inspire au quotidien ses pratiques et sa vision de l'amour, qui font partie intégrante de sa vie et de son enseignement. C'est moi. Elle a créé un jeu de cartes et un livre, le célèbre Femme tantrique. Voilà pour Marisa. Monique Grande, qui parcourt depuis longtemps le chemin des femmes au sein de différents milieux. Auteure et formatrice en ressources humaines, elle œuvre pour l'épanouissement de la femme et le déploiement du féminin. Alors, Monique est très prolixe, elle a beaucoup d'ouvrages et de jeux de cartes à son actif, dont le célèbre Féminitude. Puis nous avons Nina Goll, qui est psychothérapeute aussi en Gestalt, formatrice en libération énergétique et conférencière. Elle témoigne, enseigne et accompagne ceux qui choisissent de dévoiler les ressources infinies de leur être, le potentiel sans limite d'une conscience qui s'éveille. Et elle dit, tout ce que j'ai appris, c'est la vie qui me l'a enseigné. Et elle est auteure aussi d'un livre, Apprivoiser le pardon, et puis Femmes conscientes et femmes puissantes. Bonjour. Merci. Et puis nous avons Paul Salomon, notre femme philosophe et psychothérapeute, qui enseigne le développement personnel et propose une voie de cœur, un art de l'être et un art d'aimer, enraciné dans la sagesse du corps, et aussi Paul Allard. Elle est auteure de 13 livres, dont le célèbre La femme solaire. Donc, vous voyez, je suis super bien entourée et nous allons leur demander la femme est-elle l'avenir de la femme? Alors, quand j'ai vu ce sujet-là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis allée chercher sur Internet, qu'est-ce que ça pouvait dire? Et là, alors, grande surprise, la femme est l'avenir de l'homme, de la moto, de l'entreprise, de l'humanitaire, de l'immobilier, de la sécurité routière, de la BD, de l'Église catholique, de la poésie, de l'Irlande du Nord, de la ferme, de la politique, du cinéma d'action américain, du vin, du marché. Enfin, comme vous l'avez compris, toute une litanie. Elle est la femme, l'avenir de tout. Mais qu'en est-il de la femme? Est-elle l'avenir de la femme? Alors nous allons passer le micro à ces dames et nous allons voir comment vont-elles nous dire. Et toi, tu es qui? Ah oui, et toi? Ah oui, Mireille. Et toi, Mireille, tu peux pas présenter? Alors, je suis Mireille Scala. Voilà, et moi je travaille sur le transgénérationnel, sur la psychogénéalogie. Et donc, voilà, j'ai formé et puis j'ai coécrit des ancêtres encombrants et le couple en psychogénéalogie. Voilà, j'ai tout un parcours sur le couple et je découvre la femme et le féminin. Voilà. Alors, ce thème, la femme est-elle l'avenir de la femme, c'est un thème qui questionne par rapport à effectivement ce qui a été dit, la femme est l'avenir de l'homme. Ben, ça ne se voit pas tellement en fait, que la femme est l'avenir de l'homme, mais ça commence à émerger. Mais je voudrais commencer par ma pratique. Dans ma pratique, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au fur et à mesure où j'ai avancé dans ma vie, je me suis rendu compte que déjà les femmes entre elles avaient un big travail à faire, d'où je salue ce festival du féminin.
Je me rappelle quand j'étais formatrice en entreprise et que j'arrivais dans des entreprises où il n'y avait que des femmes. Bon, les chefs, c'était des hommes, hein, à l'époque c'était comme ça, dans les années 80-90. Et les femmes disaient, oh là là, j'aime pas travailler avec les femmes parce que les femmes entre elles, c'est terrible, se chamaillent. Et je disais à chaque fois, tu dis que les femmes entre elles, t'aimes pas, se chamaillent, ouais. Donc je lui dis, ça veut dire que tu te chamailles avec les femmes? Ah non, non, pas moi, les autres femmes. Ben, je lui dis, tu dis les femmes, donc les femmes c'est forcément, toi, tu en fais bien partie, tu es bien une femme, oui. Ben, je lui dis, tant que tu penseras ça les femmes, forcément, ça va continuer. Et quand j'allais voir les chefs d'entreprise, ils me disaient de toute façon c'est facile, il suffit d'en préférer une, et c'est la guerre. Donc ça a évolué, ça a beaucoup bougé. Mais pour moi ça a toujours été un peu douloureux, un peu triste. Parce que c'est vrai que je trouve ma force personnellement dans la sororité. Dans le fait que les femmes sont entre elles comme on est là dans ce festival. Et je pense qu'ensuite, enfin en tout cas pour moi c'est comme ça, quand je vais dans le monde, ensuite je me sens mieux face au monde tel qu'il a été conçu dans notre culture, dans notre société. Il y a un autre événement qui m'a beaucoup marqué, c'est j'ai animé l'année dernière un stage pour femmes lesbiennes, de couple, et tout d'un coup j'ai été prise d'une émotion après le premier jour d'animation. Quand j'entendais les histoires, quand j'entendais les parcours, et je disais, mais je me rends compte à quel point vous avez été les gardiennes du creuset, le creuset, gardienne de la femme. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte à quel point d'être accompagnée par un homme, ça ouvrait beaucoup de portes, d'être hétéro. Putain, t'es pas hétéro, t'as pas beaucoup de portes qui s'ouvrent. Hein. Ça commence, hein, mais il n'y a pas beaucoup. Et alors, elles ont œuvré pour avoir une place, pour pouvoir se faire une place. Alors, on a dit beaucoup que les mouvements féministes, c'était des femmes lesbiennes. Eh bien oui, pourquoi pas? Et c'était pas vrai, il n'y avait pas que des femmes lesbiennes. Mais ça aurait été le cas, pourquoi pas? L'important, c'est qu'elles sont des femmes. Et que du coup, en travaillant pour leur mouvement, elles travaillent aussi pour nous, enfin pour toutes les femmes. Et quelle que soit notre orientation sexuelle, en fait. Donc c'est vraiment intéressant à quel point ça m'a bouleversée de comprendre que pour elle c'était une question de survie, de vie et de mort, enfin vraiment d'être présente et pas être simplement tout le temps dans l'ombre pour cacher quelque chose que la société ne voulait pas accepter. Donc c'est en train de se faire. Et là, je lis un livre écrit par un historien qui s'appelle Les Hommes Justes, et c'est vers un masculin nouveau, et il commence le livre comme ça, il dit les hommes ont œuvré depuis le départ de l'humanité à faire beaucoup de choses. Ils ont fait des révolutions, ils ont fait des guerres, ils ont fait des avions, ils ont fait des bateaux, ils sont juste même allés sur la Lune, mais jamais ils se sont occupés de l'égalité avec les femmes. Si les femmes s'y étaient pas mises, ce ne sont pas les hommes. C'était pas une préoccupation masculine. Et donc c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont bougées que tout d'un coup, il y a des hommes qui les ont soutenues. Alors il y en a peu, hein, c'est un petit pourcentage. Alors je me suis rendu compte aussi, donc ça m'a questionné aujourd'hui, puis je me suis dit que notre boulot aussi c'est de soutenir ces hommes qui accueillent leur féminin, les hommes lunaires comme dirait Paul, qui accueillent leur féminin et qui accueillent aussi le mouvement des femmes tel que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas comme on voudrait nous mettre. On ne sait déjà pas chacune ce qu'on est, et on est en train de le devenir. Donc ça c'est quelque chose aussi qui me questionne beaucoup, et j'ai pas de réponse, et j'ai pas envie d'en avoir. J'ai juste envie de cheminer avec ça, et de cheminer avec vous, et de cheminer ensemble, comme nous sommes en train de le faire là maintenant. Voilà, donc la femme est-elle l'avenir de la femme? Oui, bien sûr, si nous travaillons ensemble, nous irons beaucoup plus vite. Si nous nous soutenons, nous irons beaucoup plus vite. Moi, je suis issue d'une famille italienne où les femmes étaient très patriarcales. C'est ce qu'on appelle le matriarcat à la maison, mais elles étaient patriarcales, c'est-à-dire qu'il fallait faire ce que l'homme disait. Ma mère, elle disait, c'est ton frère, quand ton père sera plus là, ce sera ton frère. Mon frère, il est maintenant seul, obèse, malade,
dans la maison de ma mère. Donc pour lui, c'était une charge. Donc j'ai beaucoup de compassion aussi pour l'homme par rapport à ça. Parce que lui aussi, pour lui, c'est une prison, le patriarcat. Beaucoup d'hommes suivent les autres hommes pour pouvoir être identifiés comme un homme. Alors je leur dis oui, c'est vrai, mais vous pouvez imaginer pour nous ce que c'est, donc dans l'autre sens. Alors je suis pas en train de faire la victime, parce que au contraire, j'ai trouvé que c'était joyeux, que c'était bon de pouvoir cheminer, de pouvoir écouter des femmes comme toi, Paul, quand tu faisais tes conférences et que je venais, que j'étais que dalle. Et lire les bouquins aussi qui ont été faits, puis Mina aussi quand je t'ai rencontré. Ensuite, le jeu de la féminitude, quand j'ai vu ce jeu, je l'ai mis dans mes stages, j'ai dit, mais il est trop beau ce jeu, c'est magnifique. Et j'étais ébahie, je trouve que c'est une force. Voilà, donc je suis très honorée d'être là aujourd'hui, avec vous. Monique, Mireille, je t'ai connue à travers, parce qu'en tant que psychothérapeute, bien sûr, tout ce qui touchait de près ou de loin le développement personnel et le travail sur soi, forcément j'avais lu vos livres. Avec ton mari et toi. Voilà, donc c'est tout ce travail que nous faisons, tout le travail que vous faites aussi en venant ici, en soutenant ces festivals qui me font du bien. Et j'espère que ça vous fait du bien aussi. Et pour moi, oui, la femme est l'avenir de la femme. C'est-à-dire que sans nous, bien évidemment, ce que nous sommes ne sera rien, quoi. Bien sûr que les hommes doivent nous aider, nous soutenir, comme nous devons aider et soutenir les hommes nouveaux. Mais nous avons encore beaucoup à cheminer, beaucoup, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont remises en question aujourd'hui. Et le fait que nous prenions de plus en plus de paroles, je dirais même pas de place, de paroles, de position, fait qu'il y a tout un mouvement masculin, très masculin, viril, la virilité, qui se met en place aussi. Mais c'est la loi des paradoxes et c'est la loi de la nature. Quand il y a beaucoup d'obscurité, il y a beaucoup de lumière. Et donc, du coup, ça va avec. Donc, je ne suis pas inquiète par rapport à ça. Voilà. Moi, je vous propose que nous continuons à travailler notre peur de l'homme, notre peur de la domination, notre peur d'être à nouveau enseveli, de ne pas pouvoir y arriver. Parce que tout ça, ce ne sont que des peurs, ce n'est pas notre réalité. Nous sommes des êtres vivants et humains, et nous avons vraiment notre place de fait. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Parce que je voudrais juste rajouter un mot. Par exemple, on parle beaucoup de la déesse mère, avec son ventre rond, ses seins, etc. et tout. Ok, mais nous ne sommes pas que ça, quoi. Nous ne sommes pas que ça. Nous sommes aussi des femmes qui nous levons, qui marchons, qui faisons de la politique, qui nous occupons de plein de choses, qui prenons soin de nos sœurs qui, justement, enfantent, font des enfants, parce que c'est important de relayer l'humanité. Mais nous ne sommes pas que ça. Nous ne sommes pas que matriarcales. Pour moi, l'un ou l'autre n'est pas la réponse à la société de demain. Voilà. Dans ce que tu as dit aussi, c'est la responsabilité de la transmission mère-fille. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra en parler et en prendre conscience. Maintenant, on va donner la parole à Monique. Merci Marisa pour ce que tu as dit. Moi, ce que je voulais dire quand j'ai lu cette phrase, la femme avec une majuscule est l'avenir de la femme, est-elle l'avenir de la femme? Il y a deux images qui me sont venues. C'est l'image d'un tapis rouge. Et ce tapis rouge, c'est en lien avec ce que Paula appelle la voie du milieu. C'est-à-dire que dès que j'ai senti dans ma vie que j'avais enfanté de moi-même, que je m'étais trouvée, alors je ne sais pas si c'est une question de place, mais en tout cas c'est une question d'estime de moi-même. La manière dont j'ai pu revenir vers moi-même et dire je suis et je m'apprécie. J'ai eu l'impression d'être sur un tapis rouge. Et ce tapis rouge, pour moi, c'est un chemin sur lequel on peut douter, mais on peut toujours revenir. C'est comme si on faisait un petit pas à gauche ou un petit pas à droite. Mais en fait, le fait de s'être retrouvé soi-même
ça nous rend nobles et surtout ça nous rend aimantes. Pour moi, la femme avec une majuscule, c'est la femme d'amour, c'est la femme de paix. Et pendant que je dis ça, je pense aussi au moment où déjà je peux douter de moi-même. Et je me souviens d'un stage énergétique que j'avais fait avec un homme que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Bruno Repetto, et qui me regardait toujours avec des yeux assez perçants. Je lui disais, Monique, si tu doutes, c'est fichu. Et pour moi, c'est ça aussi, cette capacité de la femme avec une majuscule, d'être capable de s'ancrer dans qui elle est, d'avoir confiance en elle, d'avoir trouvé sa force d'amour, et comme dit Marisa, sa force de parole. Et dire sa vérité, c'est pas toujours facile. Et ça donne vraiment une féminité pleine, une féminité joyeuse. Et je pense que le monde aujourd'hui a besoin de cette féminité pleine et de cette féminité joyeuse. Et c'est quand même super, quoi, d'être une femme. Moi, j'ai eu longtemps une interrogation par rapport à qui j'étais, par rapport à ma mère surtout, parce que j'ai vu combien sa vie avait été difficile. Elle avait perdu sa mère très jeune, elle a perdu un fils. Et moi, là-dedans, je me disais, waouh, être une femme, purée, quoi. C'est compliqué. Qu'est-ce que c'est être une femme? Et j'ai beaucoup cherché autour de moi, comme font beaucoup de femmes aussi, hein, des pionnières. Je pense que ma prof de piano, c'était déjà une pionnière. Elle s'appelait Paul aussi. Paul de Konia. C'est une Polonaise. Et elle avait un fichu caractère quand elle passait dans les couloirs du conservatoire. C'était pas un petit bout de femme, quoi. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup cherché, moi, des femmes repères. Alors, je sais pas si on dit repères, mais je sais pas si ça serait remères. Mais ça serait en tout cas des femmes qui ont enfanté quelque chose d'elles et qui ont laissé une trace. Et pour moi, la rencontre avec Paul Salomon, ça a été ça aussi. C'est avoir rencontré une forme de déesse. Et du coup, elle est déesse, mais du coup, moi, je le suis aussi. Et autour de moi, toute cette mouvance de féminin sacré, de déesse, quelquefois ça me pompe, excusez-moi de le dire comme ça. Je me dis, oh purée, c'est tellement là-haut, quoi. Et les femmes perchées, moi j'en rencontre plein. Et je me dis, c'est bien d'être connecté, mais c'est bien d'être ancré dans la terre, quoi. Et pour moi, la femme est le devenir de la femme lorsqu'elle s'auto-enfante, quand elle est capable de naître à elle-même, quand elle est capable d'être à la fois la femme qui accouche, d'être à la fois l'enfant innocent, vulnérable, et puis d'être aussi l'accoucheuse d'elle-même, mais l'accoucheuse du monde. Non, nous avons un rôle à jouer. Et même si des fois je m'éloigne du tapis rouge et je doute, et je me dis, par exemple récemment, cet été, j'ai été marquée par une parole de ma sœur qui est très piquante, parfois, et qui m'a dit, t'es carrément, Monique, t'es carrément un charlatan. Et ça m'a beaucoup interrogée sur ce que je faisais. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, je me suis mis à douter, quoi. Je me suis dit, mais aussi, tant vaut mieux que tu retournes au conservatoire, tu fais jouer Chopin, tu fais jouer Brahms, ça servira plus, quoi. Et non. Et j'ai appris vraiment, et dans ma famille, ça n'a pas été facile, à pouvoir dire les choses, dire ma vérité. Dire ce que je pensais. Et récemment, je parlais avec une amie qui est venue m'aider là dans mon déménagement, et elle me parlait de sa chorale, où c'est un homme qui dirige la chorale et qui fait chanter Margoton. Est-ce que vous connaissez la chanson Margoton? Qui dit Margoton, voilà, t'es bien gentil, mais c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons autre chose. Tu nous souris, t'as un joli cœur, mais nous voulons autre chose. Et elle me disait, moi maintenant, le chef de chœur, je lui ai dit, je ne veux plus chanter Margoton. Si tu fais chanter Margoton, je ne reviendrai plus à la chorale. Et donc, elle a dit sa vérité, et elle me disait, mais ça m'a coûté
cette rengaine de chanter des vieilles chansons, excusez-moi, porno, mine de rien. Et c'est comme si aujourd'hui on avait aussi envie de réenchanter le monde avec des choses beaucoup plus fraîches, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus aimantes, respectueuses. Je pense que les femmes ont un rôle à jouer là-dessus, en se positionnant quelquefois avec fermeté. Et comme tu disais, Marisa, les féministes, elles ont osé quand même. C'était quand même fort de café, quoi. Et je pense que c'est ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'on emploie la force, mais ça veut dire qu'on est bien là, on est bien sur notre tapis rouge, finalement. Moi, je retiens, la femme peut réenchanter le monde. Ouais, ça, c'est un bon projet pour la femme. Ouais. Nina, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, ça m'inspire ce que j'entends. Déjà, c'est le mot oser aussi. Et puis alors, juste en complicité, moi aussi, la duchesse, la prêtresse, l'archiduchesse, la femme sacrée, il y a des moments, moi, j'en peux plus. Et je me suis demandé pourquoi, parce qu'en fait, pour moi, nous sommes sacrés, mais tout est sacré, pas que les femmes. Et j'aime ce côté sacré de la femme. Mais ce côté parfois de le mettre tellement en avant, c'est comme si on voulait oublier qu'on peut être aussi la salope démoniaque, qu'on peut être aussi la vipère, etc. Et puis que des fois, même c'est justifié, peu importe, on n'a pas besoin de juger, mais que c'est comme si on occultait certaines facettes, en fait, de notre être. Et moi, je trouve que finalement, tout est beau en nous, là. Même les moments où peut-être on tombe, les moments où on se plante, les moments peut-être même où on a jalousé, parce que c'est là aussi qu'on se découvre, et puis qu'on voit où on en est, et puis qu'est-ce qu'on peut transformer. Et le mot, moi, qui me vient pour le devenir, la femme, le devenir de la femme, c'est être une inspiration, en fait. C'est pas que de dire des choses, mais d'incarner dans notre vécu, d'accueillir qui nous sommes, en fait, justement, avec ses forces et ses faiblesses. Et puis aussi d'accueillir cette force derrière la faiblesse, ou cette faiblesse derrière la force, j'en sais rien, et qui sont les deux facettes, en fait, d'une réalité. Et ce que j'ai découvert dans ce cheminement de femme, c'est la puissance de la vulnérabilité. C'est ce moment où on baisse, où on lâche de vouloir montrer. C'est le moment où les masques tombent. Et c'est le moment où dans ces barrières qui tombent, eh bien, on est complètement ouverte, en fait, à tout et à tout recevoir. Et j'ai eu, à un moment donné, tu parlais d'émotions par rapport à des choses que tu as entendues par rapport aux femmes. Mais moi, j'animais un stage qui n'était pas un stage de femmes. Au début, j'animais des stages, quoi. Puis il se trouve que depuis 30 ans, je peux dire quand même que 80% des personnes qui viennent au séminaire, quels qu'ils soient, sur les sujets, c'est des femmes. Et je ne me suis pas dit que c'était mal ou que c'était bien, mais je constate en tout cas. Et dans ce sens-là, je dirais presque que c'est une réponse quand même à cette question, parce que depuis 30 ans, et bon, avant, je ne sais pas ce qui se passait, mais ou même que j'assiste moi-même à des séminaires, que ce soit spirituel, développement personnel, peu importe, hein, les femmes, elles sont là. Et il y a tellement un désir profond d'avancer, de transformation, d'évoluer, de lâcher notre côté victime, à la fois de sortir de victime bourreau sauveur. Il y a un tel élan pour aller vers la joie, je sens de plus en plus cette légèreté, quoi, cette envie de danser, de chanter, de sortir des drames et tout ça, parce que quand même pendant longtemps on racontait nos histoires, nos drames et tout. Et moi je trouve qu'on vit une époque extraordinaire, hein, parce que jamais j'ai vu autant de conscience en fait, même si on nous montre des horreurs, oui bien sûr il y a ça, comme vous disiez, il y a l'ombre et puis bon il y a la lumière. Mais j'ai jamais vu autant de profondeur et d'élan enthousiasme dans la démarche, mais dans une démarche d'être, c'est-à-dire d'oser, et justement de le faire un peu pour soi, pas forcément pour les autres, parce que si on le fait pour soi, c'est-à-dire si on devient lumineuse, parce que c'est notre nature profonde, si on fait tomber tous les voiles, si on fait tomber aussi toutes ces croyances, parce que tu sais, quand tu as dit, Marisa,
que les femmes, souvent, elles disent ça. Moi, j'ai déjà entendu, les femmes disent, mais les femmes entraînent. En fait, d'où elles tiennent ça? Elles l'ont acheté quelque part sans se rendre compte de ce que disent aussi peut-être les hommes, parce que finalement, elles le disent, c'est redit, et comme tu dis, hein, quand on dit quelque chose, c'est une vibration, on finit par le créer. Mais est-ce que vraiment, au fond, les femmes, elles pensent ça? Quand elles sont vraiment entre femmes, elles ne le disent pas du tout, elles ne le disent plus. Je trouve qu'il y a une joie d'être entre femmes, mais il y a même là d'être avec vous, et c'est ludique, on s'amuse, mais ne serait-ce que quand j'ai été faire la séance photo, là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais quel bonheur, hein. Mais quel bonheur de jouer, de s'amuser, à se mettre les mains dans les cheveux, à faire ci, à faire ça. Avant, j'aurais jugé ça. J'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est superficiel quand même, prendre des... J'avais ces clichés qu'on nous a collés par notre féminin. Moi, quand j'étais jeune, puis que je mettais du maquillage en cachette, ma mère m'a surpris, puis ma mère m'a dit, ma pauvre petite. Et j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose, mais... Oh là là, mais... c'était mal, quoi, vous voyez. Et je me suis vite mariée très jeune. Après, je faisais ce que je voulais, je me maquillais, je me coiffais. Hein, bon. J'allais même dans mon excès féminin, parce que même ma mère et les femmes de ma famille, parce que c'est pas limite mon père, mais ma mère, ma soeur, les femmes jugeaient si je me mettais un peu en jupe, en robe, si je me faisais jolie, etc. Et c'était plus les femmes, c'était fou ça. Et là, je découvre en fait le bonheur. Là, je suis sortie d'une retraite de femmes où j'ai animé pendant 7 jours, enfin animé, façon de parler, disons un peu le chef d'orchestre. Et quand je les ai vus s'amuser, enfin se transformer, et puis au début qui racontaient oui, j'ose pas ci, j'ose pas ça, je me disais mais tout ça c'est des mensonges. On n'ose pas ci, on n'ose pas ça, on a toute envie d'oser, il faut juste faire tomber le mensonge. Et alors à la fin, elles étaient là, elles se redressaient. Et parce qu'en fait, il y a quelque chose aussi qu'on a mal identifié, je trouve, nous les femmes, c'est qu'on croit que quand on est dans oser être, notre lumière, notre joie, notre plaisir d'être, ça serait de la prétention. Mais la prétention, c'est pas ça. La prétention, ça serait de le faire de façon dédaigneuse au-dessus des autres. Mais la joie de marcher dans une salle avec le bonheur d'être ce que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, on s'en fiche. Et puis si tu ôtes tes jugements, t'as juste à être ce que tu es. Mais je trouve que c'est ça le miracle de la vie, c'est d'oser être et d'oser en jouir et d'oser surtout ne plus s'occuper de l'approbation des autres ou des jugements des autres. Pour moi, ça c'est la liberté. Eh bien, j'ai fait des sages-femmes depuis très longtemps, mais j'avais mis un peu en stand-by il y a 4 ans, dans un stage qui n'avait rien à voir avec un stage de femmes. Il se trouvait que j'avais 7 femmes avec moi, et chacune, elle était magnifique. Mais magnifique dans son rayonnement, dans sa beauté, parce que c'est bien la beauté, elle va avec le rayonnement. Et chacune voyait l'autre et disait, mais qu'est-ce que tu es magnifique quand tu parles ça. Mais chacune, quand elle parlait d'elle, était incapable de se trouver magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Et je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Mais d'où ça vient? Vous vous voyez belles toutes les unes les autres, mais vous, pour vous, c'est pas possible. Elles-mêmes, elles ont été choquées par ça. Et c'est là que j'ai recommencé, en fait, à créer des retraites de femmes, parce que je me disais, c'est pas possible, quoi. Il va falloir faire tomber tout ça. Et il m'est arrivé une expérience fabuleuse à Tahiti. Parce que vous savez, ici, souvent, quand on fait des compliments, t'es belle, tu sais, on dit, faut pas faire trop de compliments, tu vas la pourrir. On dit des mots comme ça, voilà. Et en fait, moi, j'ai beaucoup entendu ça. Et j'arrive à Tahiti, déjà, tous les gens que je rencontrais, des vieilles femmes très âgées, des fois qui n'avaient plus rien, je parlais avec elles, elles avaient les lumières dans les yeux, elles disaient, oh, la vie est tellement belle, la vie est tellement belle. Je dis, mais tout le monde dit que la vie est tellement belle. Mais pourtant, elle n'a rien de plus, au contraire, je dirais, elle n'a pas beaucoup pour vivre, tout ça. Je dis, bon, c'est une exception, j'ai rencontré des exceptions. Puis je vais sur une île, une toute petite île, il n'y avait quasiment personne, juste une pension de famille, et il y avait une jeune femme avec sa toute petite fille qui était là. Et alors, elle l'avait dans les bras, puis elle n'arrêtait pas de dire, tu es magnifique, tu es magnifique, tu es magnifique, tu es magnifique. Puis je vais la voir, je lui dis, mais tu lui parles toujours comme ça? Elle me dit, oui, elle est tellement magnifique. Et puis c'est vrai qu'elle était magnifique. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'entend pas autant chez nous? Et puis là, je lui dis, mais
tu as toujours fait ça? Elle me dit, oui, parce que moi aussi je suis magnifique. Tu trouves que tu es magnifique? Moi je la trouvais magnifique, mais je dis, tu te trouves toi que tu es magnifique? Elle me dit, ben oui, mais pourquoi je ne serais pas magnifique? Ma mère m'a toujours dit que j'étais magnifique. Donc je suis magnifique. Et elle me dit, mais toi aussi tu es magnifique. Regarde comme nous sommes magnifiques. Elle incluait tout le monde. Et elle ne me disait pas, tu es magnifique parce que tu es magnifique, parce que tu vis, c'est tout, parce que tu es. Et moi j'étais là, j'avais l'impression que c'était la clé. Et alors, je lui dis, mais t'as jamais eu l'impression que ça pouvait être trop? Mais trop quoi? Elle dit, toi, quand je suis née, j'étais magnifique. Quand j'étais ado, j'avais trop de kilos, mais qu'est-ce que j'étais magnifique. Quand je me suis mariée, j'étais magnifique. Ensuite, j'étais enceinte, j'avais un ventre comme ça, mais c'était magnifique. Et puis j'ai accouché, et j'étais magnifique. Et maintenant, c'est ma fille qui est magnifique. Mais vraiment, j'étais comme subjuguée. Pour moi, c'était tellement ça. Et puis, je lui dis, mais alors tu t'aimes? Elle m'a fait, bah, j'ai aucune raison de ne pas m'aimer. Et là, ça m'a frappée, parce que souvent, dans les séminaires, j'entends, les gens me disent, oui, mais m'aimer parce que, de trouver des raisons pour lesquelles s'aimer. Et elle ne trouvait pas de raison pour ne pas s'aimer. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans la dernière retraite de femmes, c'est que ce qui se révélait, c'était l'amour de soi. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup été habitués à se réduire, et puis d'abord l'autre, etc. Et tout d'un coup, de pouvoir se reconnaître dans notre splendeur. Et justement, de se rendre compte que ce n'est pas de la prétention, mais que c'est normal. C'est comme une fleur et qui s'empêcherait de fleurir parce que le lendemain, bah, qu'est-ce qu'elle va dire, la marguerite, si j'ouvre mes pétales de rose, ou alors la rose qui voudrait être une tulipe, par exemple, vous voyez, et puis qui est très triste parce qu'elle n'est pas une tulipe. Attends, les fleurs, elles font pas ça, quoi. Une fleur, elle pousse, elle est plantée, elle s'ouvre, et puis elle n'a pas besoin de lui tirer dessus non plus. Hein. Et donc, finalement, on est des fleurs. Et si on pouvait se reconnaître fleurs merveilleuses dans toutes les différences que nous sommes, mais nous serions vraiment des inspirations pour le monde. Et pour moi, tu vois, c'est ça. La femme est devenir de la femme, et c'est soyons, osons rayonner. Tant pis, il y en a qui vont juger. Eh ben, ils jugent. C'est pas grave. Quand j'étais petite, on disait les chiens à bois, la caravane passe. On en avait plein des comme ça. Le train de tes un jour roule sur l'oreille de mon indifférence. Ça me passe sous le pied sans me soulever. Bon, voilà. Donc, j'ai fini. Oui, ça fait longtemps. Mais juste pour dire ça, c'est que osons, et si tout ensemble, on était là pour justement se soutenir mutuellement, tu l'as dit, Marisa, j'adore vous écouter parler. Et, non, mais si on était là pour se dire oui, ose, ah oui, parce que si tu oses, moi je peux oser aussi. Et en fait, chacune allait en ricocher comme ça. Ah oui, tu te trouves magnifique? Ah oui, tu es magnifique, c'est ça qu'elle m'a montré cette fille. Je dis, moi aussi je suis magnifique, on est toutes magnifiques. Et c'est ça pour moi, c'est révéler cette magnificence. Merci. Je retiens le verbe oser, hein. Oser montrer sa nature profonde, qui est la joie et l'amour. Hein. Merci Nina. Paul. Alors, la femme, tel le devenir de la femme. Pour moi, c'est difficile. Ça fait longtemps que je parle de la femme. Et c'est difficile de parler encore. Mais je vais le faire. Merci. Ce qui me retient là, dans l'instant, c'est le mot sororité. C'est vrai que je crois que c'est un mot nouveau. Je peux bien regarder dans le dictionnaire, mais c'est un mot nouveau, oui. Et un mot nouveau correspond à une réalité nouvelle. Et cette fraternité masculinisée des femmes m'interpelle. Pourquoi est-ce que pendant si longtemps les femmes étaient rivales? Et pourquoi cette rivalité est en train de doucement
s'éparpiller, se manifester encore un peu, et puis à nouveau disparaître. Moi, je suis émerveillée par mes relations avec les femmes. Même au point où j'ai l'impression que les hommes ont disparu de mon horizon. Alors vous allez me dire, c'est une question d'âge, d'hormones, tout ça. Mais c'est pas du tout ça. C'est que vraiment je m'amuse beaucoup plus avec les femmes. Je peux discuter une journée entière, moi qui ne pensais qu'à écrire, tout ça, je peux discuter une journée entière avec une femme et je la trouve passionnante. Probablement parce que ça me renvoie à moi-même. Mais c'est une affaire qui marche. Entre les femmes et moi. Quand j'étais petite, je n'avais comme amis que des garçons. Et puis ensuite, quand j'étais à l'université, je n'avais comme amis que des garçons, parce que d'abord en philosophie, il n'y a pas beaucoup de filles. Il n'y avait pas beaucoup de filles. La femme était censée ne pas penser. La Bible dit vraiment que la femme est interdite de formuler des lois d'existence, etc. Ce n'est pas à elle de nous donner ces directives. Elle doit suivre les directives que l'homme édicte. Et puis d'ailleurs, la femme ne doit pas être prêtre, comme vous savez, dans la religion catholique. Donc, ce n'est pas à elle de dicter une loi. Donc, elle est destinée à obéir d'abord à son père, et puis ensuite aux lois, et puis ensuite au mari. Et tout ça, c'est réducteur, bien sûr. Et la femme n'est pas non plus une grande artiste. Est-ce qu'il y a des grandes artistes féminines? C'est quelque chose auquel on s'accorde à dire que ça arrive, mais enfin, c'est pas souvent. Voilà. Alors donc, moi, par rapport à ça, je me suis arrangée pour être de bon côté. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'amis hommes et très peu d'amis femmes. Et puis, un jour, j'ai voulu changer de vie. Quel âge je devais avoir? Je ne sais pas, 25 ans, comme ça. Et je commençais une carrière assez brillante à Paris. Et puis, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me déplaisait beaucoup justement. Mais je ne pouvais pas nommer parce que à l'époque, on n'avait pas les mots et les raisonnements qu'on a aujourd'hui. Donc, je suis partie du côté d'Ibiza avec l'idée d'écrire, parce que ça, j'avais toujours eu des facilités avec l'écriture. Donc, je me déplace, et en me déplaçant, je découvre effectivement que je peux écrire. Voilà.
Et puis, je m'aperçois aussi que quand on a écrit, après, il faut publier. Et qui est-ce qui a le pouvoir dans l'écriture et dans la publication? Eh bien, ce sont les hommes. Alors, j'ai dû encore insister, continuer de gratter des choses de mon côté. Et puis quand même, il est arrivé un moment où j'ai eu la chance de travailler dans une maison d'édition. Donc là, j'avais les clés. Je voyais comment fonctionnaient les hommes, mais je dois avouer que le patron de la maison d'édition avait un petit faible pour moi. Et donc, c'est classique. Donc, ce petit faible s'est traduit par « Oh, mais vous écrivez bien, non. » Qu'est-ce que vous faites ce soir? Donc, et vous ne croyez pas que c'est périmé. Ce que je dis est un grand classique. Malheureusement. Même si on le cache. Donc, voilà que je me pose des questions. Mais je me marie quand même, et puis j'ai un enfant, donc bon, je m'éloigne de cette tentation qui consisterait à accepter des faveurs, plutôt contre des faveurs, à mon avis, ma façon d'avancer dans la vie parisienne qui est implacable. Alors, j'ai quand même réussi à préférer l'attente, l'échec, différentes choses qui montraient la grande difficulté qu'on pouvait avoir à être entendu, reconnu, accepté dans un monde qui est construit par des hommes, pour des hommes. Et donc, la femme solaire a trouvé son chemin. Et ça, c'est une chance. C'est une chance. Comment a-t-elle trouvé son chemin? Parce qu'il y a des hommes lunaires. Vous parliez des hommes lunaires tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un homme lunaire? C'est un homme qui se positionne du côté de la cause des femmes. C'est un homme, bien sûr, qui a accepté qui a permis à son anima de se développer. Son anima, c'est-à-dire toute sa sensibilité, toute la façon dont elle peut avoir Alors, définir l'homme lunaire, il serait content. C'est avoir repris alliance avec avec le féminin. Mais un féminin qui n'a pas les couleurs de la femme, un féminin qui est propre à l'homme lui-même. Et
en général, ce sont des amis des hommes. Je suis sûre que ici, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des amis hommes. Et cette amitié est précieuse parce que elle traverse justement les interdits qui avaient été mis sur, et les enfermements qui avaient été mis sur la femme. Donc, grâce à un homme lunaire, j'ai pu avancer dans cette jungle parisienne. Et la femme solaire a été publiée. Elle n'a pas été tout de suite plébiscitée, non. Mais ça a été quand même le petit succès. C'est-à-dire, j'ai été invitée à toutes sortes de colloques. C'était surtout intellectuel. Parce qu'il y avait un mouvement justement masculin en faveur de la femme. Et quand ils ont lu ce livre, il a pris sa place. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre vraiment où était le pouvoir, comment ce pouvoir pouvait se déplacer, qu'est-ce qu'on allait faire, combien de temps il faudrait pour vraiment être entendu. C'est compliqué parce que j'étais invitée par des hommes qui étaient pour l'avancée des femmes, mais quand on était en discussion comme on le fait maintenant, eh bien il y avait une femme, c'était moi. Et il y avait très peu il y avait une audace très limitée, finalement. C'était... ça a été assez difficile, parce que à la fois il voulait donner le pouvoir, un nouveau pouvoir à la femme, et à la fois il ne voulait pas. Et donc, il a fallu simplement poursuivre son chemin sans autre recherche. Là où j'ai cherché, c'est plutôt à l'intérieur de moi, la façon dont s'est révélé justement le couple femme solaire, homme lunaire, la femme cherchant son masculin et l'homme cherchant son féminin, et comment ils pouvaient prendre alliance dans ce sens. Et ça a commencé à se multiplier. Et donc ça continue. On est encore en plein dedans. Mais et on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'homme continue d'avoir son anima. C'est comme s'il avait vendu son anima contre l'abus du pouvoir. Écoutez bien ce que je dis. Il a vendu son anima contre le pouvoir. Parce que pendant des siècles, beaucoup d'hommes n'avaient plus accès à leur sensibilité, au côté alors j'ai vraiment du mal à parler de ça parce que je trouve que c'est encore il n'y a pas beaucoup encore de travail important qui soit fait et bien fait pour que les hommes et les femmes se retrouvent
Et la notion de couple, en ce moment, elle n'a jamais autant souffert. Mais elle n'a jamais autant souffert parce que, justement, il y a un mouvement d'avancée, puis un mouvement de recul, un mouvement d'avancée, un mouvement de recul. Oui. Vous aurez sûrement des exemples à me donner. Moi aujourd'hui, je parle avec plus de raréfaction sur ce sujet, parce que je ne veux pas mettre du feu. Merci Paul. Moi, ce que je retiens, c'est cet adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et que la femme, elle doit prendre en main sa destinée, et que tu as été une pionnière, Paul, avec l'écriture de ce livre, La femme solaire, qui a été une Bible pour beaucoup d'entre nous. Merci. Il l'a encore. Et oui. C'est dans le livre de poche. Et je vois aujourd'hui autant de femmes et d'hommes de 20 ans que de 40, de 60. Encore aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de Tanger, et dans laquelle cet homme me dit qu'il va se marier, et bref, il me raconte sa vie, mais il me la raconte parce que ça fait plusieurs années qu'il lit entièrement tous les livres et qu'il cherche comment il va pouvoir se comporter avec sa femme. Merci. Alors, je ne sais pas mon année du temps, là, au niveau... 52. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser à ces 4 grandes dames par rapport au thème, bien sûr? Des questions? Il y a une main qui s'est levée là-bas. Oui. Est-ce qu'il y en a une qui peut amener le micro? Quelqu'un qui a de bonnes jambes. Moi, je suis d'accord avec ma voisine, plutôt que des questions, est-ce qu'on pourrait faire des remarques? Oui, bien sûr. Moi, je vois actuellement des petites filles qui sont en souffrance, et plutôt que la femme est-elle l'avenir de la femme, je me dis la femme est-elle l'avenir de la fille? Parce que dans certaines communautés, c'est les femmes qui enseignent à la fille d'être soumise, notamment l'homme. Donc la femme est-elle l'avenir de la petite fille? Parce que c'est la femme qui introduit cette soumission, c'est la femme qui ne met pas la fille à l'honneur. La petite fille, elle fait pas ce qu'elle veut dans la fratrie, le garçon, lui, fait ce qu'il veut. La petite fille, toute petite, elle est déjà esclave des ménages. Rappelle-moi ton prénom, excuse-moi de t'interrompre. Gina. Gina. C'est ok pour toi, là, ce que tu viens de dire, ou tu as encore quelque chose à rajouter? C'est bon? Ben, écoute, moi j'ai demandé le micro parce que je crois que c'est quelque chose qui m'interpelle, ce que tu dis, parce que bien évidemment que ça commence entre femmes. C'était ça, hein, en fait, le truc. La femme est-elle l'avenir de la femme? C'est-à-dire de quelle manière, déjà la mère, par sa position, puis Samira peut en parler, sa position et sa manière d'être, simplement, de vivre la relation avec l'homme ou dans la société, qu'elle soit hétéro ou autre, hein, peu importe, mais dans sa manière de vivre la société et son être intérieur de femme, eh bien, elle va véhiculer quelque chose à sa fille et à toutes les autres petites filles et aux jeunes femmes. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que il y a encore des pays où les mères enseignent aux filles comment être soumises, comment faire plaisir, voilà, c'est la valeur principale pour la fille, parce que c'est son seul moyen de survie pour ses mères. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas pouvoir faire autrement. Donc c'est clairement l'éducation au départ.
On voit ça en Chine, hein, quand les pieds des jeunes filles étaient emmaillotés pour pas qu'elles puissent marcher beaucoup, qu'elles étaient petits pas, très jolis. Tu parles, très jolies, elles avaient des pieds mutilés, c'était des douleurs énormes, etc. Alors je donne cet exemple parce que pour en arriver là, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au démarrage pour qu'on en arrive là? La femme a été objetisée comme ça, et au point que les mères, elles se sont mis complices de ça parce qu'elles ne voyaient pas d'autre issue. Je l'ai supporté, pourquoi tu ne le supporterais pas? C'est terrible, bien sûr. Mais nous sommes là. Et je passe la main à Mireille qui peut parler sur ce thème mère-fille. Et oui, exactement, c'est là où justement la responsabilité de la mère. Et justement, j'ai fait un atelier transmission mère-fille pour faire prendre conscience qu'avant d'être mère, on est une femme. Et que cette transmission de femme, où on devient grand-mère, mère, fille, à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience de qu'est-ce qu'on transmet, quelle est notre responsabilité de ce que l'on transmet. Est-ce qu'on autorise nos filles à s'épanouir et à s'autonomiser? Qu'est-ce qui se joue derrière, hein? Et je propose à toutes les femmes de revisiter leur arbre gynécologique. Gyne, la femme, écho, la maison, logique. Qu'est-ce qui n'est pas logique dans la maison de la femme? Et c'est quand ce travail sera fait par toutes les femmes, et je pense que nous en sommes en ce moment, il y a vraiment une ouverture, une prise de conscience, justement, toutes nos aînés qui ont travaillé dans ce sens-là, pour libérer la parole, ça commence à se conscientiser, et il y a de plus en plus, la preuve, regardez autour de moi, ces femmes qui œuvrent pour le féminin. Et voilà, donc il y a cette ouverture et cette transmission à nos filles pour les libérer. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses encore à faire, mais ça se fait. On m'a donné le micro, donc c'était moi qui voulais faire des remarques, parce que j'ai envie d'amener de la joie. Je n'entends pas de la joie dans ce que vous dites. Il y en a, mais je ne l'entends pas. Je ne l'ai pas entendu. Et je vous assure qu'il y a peut-être que moi, hein, mais je vais vous dire. Moi, je trouve qu'on oublie. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre en Chine, vivre dans les Indes? On oublie qu'on arrive avec un karma qui est inscrit. Pourquoi dans les familles, il y en a une, moi je peux parler que de moi, qui est le petit canard boiteux, qui se fait traiter 2 fois d'illuminé de tout ce que vous voudrez? Pourquoi? Parce que j'ai récolté ce que j'avais semé. Et là, je n'entends pas, nulle part. On ne vient pas par hasard sur Terre. Moi, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. D'ailleurs, vous voyez, je n'ai même pas besoin de micro, je parle fort. Mais c'est comme ça. Moi, je ne sais pas comment vous dire. Si on prend la parole, c'est qu'on a quelque chose à dire. Tu as entendu. Hein? Voilà. Alors, je vous le rends. Voilà. Merci. Voyez Elle a levé la main avant, mais j'aimerais bien parler, mais je suis pas venue. Oui, mais vas-y, je t'en prie. C'était juste par rapport à la réflexion sur la déesse mère, qui était la déesse primordiale. Et je comprends Marisa qui dit on n'est pas que mère, on est femme, on va avoir une action dans le monde autre que par rapport à notre possibilité d'être mère. Mais là, on vient de l'aborder. La mère, c'est elle qui pose aussi. Par exemple, moi j'ai vu des mères, comment elles pouvaient agir et faire les futurs machos, par exemple. C'est-à-dire, on parle de la mère et la fille, mais la mère, c'est elle qui élève les garçons et qui va faire que le garçon, il va jamais débarrasser sa table, il aura des... Voilà, c'est quand même la mère qui pose ça aussi. Et ça, c'est pour dire la puissance de la mère, c'est pas pour dire qu'il y a que... on n'est pas que mère, mais la mère, même nous, travailler sur notre relation à notre mère, je pense que c'est énorme, quoi, ce qu'on peut découvrir. Je disais ça simplement parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas mères et ça ne les empêche pas d'être femmes et de cheminer dans le monde et de donner, d'enfanter autrement. C'est juste ça, je voulais dire. Oui, oui. Parce que les hommes, dans la créativité, c'est-à-dire elle peut créer, faire. Voilà, parce que les hommes nous ont réduit beaucoup la femme
à ce rôle-là. Oui, oui. Tu t'occuperas des enfants. D'accord. C'était juste par rapport à ça, mais je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, et aussi citer, parce que je suis bénévole dans une association où on est avec des femmes et des migrants, et on a fait récemment un atelier de parité hommes-femmes, et c'était avec les femmes. Donc on parlait de comment chacune en avait été élevée par rapport aux garçons, etc. Donc c'était très intéressant. La femme qui pouvait pas faire du foot, alors que la jeune fille pouvait pas faire du foot parce que c'était une fille, etc. Bon bref, on voyait tout ça. Jusqu'à ce qu'il y ait Sarah, qui est une dame qui vient d'Irak et qui est kurde. Et elle est voilée. Et j'aime beaucoup Sarah dans son... Voilà, c'est elle qui mène en fait sa famille. Elle a été élevée, elle l'a dit, par son père. Son père a accepté qu'elle grimpe aux arbres, qu'elle conduise des voitures. Ça se passe en Irak. C'est une kurde d'Irak. Donc elle est très volontaire, elle est voilée. Hein. Et on parlait des filles et elle disait, mais on a d'abord fait coller des images. Et elle représentait beaucoup la mère et la fille, etc. Et ces filles, je trouve qu'elles sont super vivantes, très, voilà, elles les encouragent beaucoup à aller dans le monde, etc. Et elle disait, mais en Irak, mais si une fille, elle n'a pas sa mère, elle est perdue. Parce qu'en fait, c'est la mère qui protège. Elle peut être celle qui impose, mais c'est elle qui protège aussi. Et c'était beau comment elle en parlait. Enfin, moi, ça me fait des émotions. C'est-à-dire... en fait, si elle n'a pas la mère, elle peut pas se défendre dans le monde parce qu'elle va être mariée tout de suite, toute petite, et c'est la mère qui la protège. Et je pense que c'est vraiment important pour nous de réaliser cette puissance-là. Et la puissance de la déesse mère, c'est une puissance de vie et de mort. On peut donner la vie, on peut donner la mort. C'est pour ça qu'elle est si puissante, et c'est pour ça qu'elle est déesse. Et c'est pas qu'en étant que mère. Elle est de toute manière... Là, quand on travaillait tant sur l'utérus, et c'est d'une force tellement puissante, pourquoi? Parce qu'elle donne la vie. Qu'elle fasse un enfant ou non, elle a cette puissance-là. Et elle peut donner la vie et elle peut donner la mort aussi. Et ça, il faut en être consciente pour après savoir quel impact on a sur nos enfants, nos amis, etc. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre et puis... Il fait 1 heure. Il reste 3 minutes. Alors oui, juste, voilà, bonsoir à toutes. Bonjour à toutes. Ce qui m'a interpellée, tout à l'heure j'ai interpellé Paula, et pour moi c'est vraiment en lien, c'est qu'est-ce qu'une femme libre aujourd'hui. Dans 2 jours, je vais au Maroc, je vais leur poser la même question à une communauté de femmes proche du désert. Et si vous n'avez pas le temps de répondre là, ça m'intéresserait de savoir à la sortie qu'est-ce qu'une femme libre pour vous aujourd'hui. C'est qu'il a l'artiste. Elle vous a déjà répondu, et là on est obligé donc de conclure. C'est la fin. Alors peut-être que Paula pourrait le redire, même si tu l'as dit à la personne. Franchement, qu'est-ce qu'il rend une femme libre? Qu'est-ce qu'une femme libre? Alors c'est sûrement rien. Chevauche le tigre. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Justement, tu m'as répondu, Paula, viens, et tu vas nous écouter, et là tu auras certainement... Ah oui, je pensais à 4 interprétations de la liberté, parce que mais la liberté c'est fondamental, bien sûr. C'est ce que nous avons de plus précieux. Donc oui, il faut, je crois que chacune ici a un contact avec ce qui le rend libre, et que non, je dis qu'il est bêtise. Elle donne Monique, elle veut répondre. On va finir avec ça, la femme libre. Je pense que chacune a une définition, enfin une définition c'est mental,
La liberté, ça se vit. Donc c'est chacune dans certains endroits de notre vie. En tout cas, souvent, c'est très enraciné avec notre vie de petite fille, avec les autorisations qu'on a eues, et aussi dans l'éducation, la vie sociale. Donc on a chacune une façon d'avoir cultivé sa liberté. Donc pour moi, l'idée de la liberté, c'est notre enfant intérieur. Et c'est aussi de pouvoir revenir à nos motivations. C'est en neurosciences, on travaille beaucoup là-dessus. Revenir à ses motivations spontanées, retrouver la spontanéité de l'enfant. Et c'est ça, c'est l'endroit de nos talents en fait. Il y a beaucoup de femmes qui sont en désir de leur talent et qui prennent des chemins artificiels pour se donner une place et trouver leur chemin. Mais en fait, notre enfant intérieur, spontané et libre, elle connaît bien en fait ce que c'est la liberté. Donc c'est l'endroit de nos motivations. C'est ce qui nous fait plaisir. C'est pour ça qu'aller au travail, c'est aller chercher du plaisir, vivre son plaisir. C'est pas avoir, comment dire, s'être trouvé de manière artificielle ou comme la société voudrait. C'est repasser par soi. Je boue un petit peu, excusez-moi. Pour moi, il y a en ce moment une journaliste, avocate iranienne, qui est en prison et qui est condamnée à 35 ans de prison, à 160 coups de fouet pour avoir défendu le droit des femmes. Est-ce que c'est ça une femme libre? La femme qui est en prison, il y a une campagne d'amnistie. C'est là aussi qu'il faut peut-être qu'on s'implique. Parce que justement, la liberté, c'est aussi dans la politique et dans l'intéressement à ce qui se passe au fait de société. Pour moi, c'est indissociable et il ne faut pas l'oublier. La liberté, c'est aussi cette femme libre qui est en prison. C'est aussi une dimension intérieure. Bien sûr, Paul. Bien sûr. En tout cas, cette femme, elle doit être. Elle a justice de la oui, mais c'est ça. Je me souviens de Gisèle Halimi qui racontait son histoire quand elle a été emprisonnée au moment de l'indépendance en Algérie et qu'elle s'était allongée nue sur le sol en prison, barricadée, et elle avait eu un sentiment de liberté intérieure extrêmement fort et elle avait contacté sa foi en fait. Et je sais pas. Son livre ne renoncez pas, comment c'est son livre à Gisèle Halimi. Il est magnifique ce livre. Moi, je voudrais rajouter que pour moi, la liberté, c'est sortir des endoctrinements. C'est sortir de toutes ces croyances qu'on nous a inculquées. C'est oser aller dans l'inconnu aussi, même si on n'est pas approuvé. Et j'ai rencontré Mireille en politique. Toutes les deux, nous étions engagées politiquement. Moi, je me suis présentée à la députation, je ne connaissais rien à la politique parce que c'était un mouvement de conscience. Et j'étais tellement heureuse d'être dans ce mouvement. Et j'ai dit, ouais, là, maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Je suis même devenue vice-présidente nationale du mouvement. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai réalisé une chose. C'est qu'on peut s'impliquer dans n'importe quel mouvement politique. Si on n'est pas libre intérieurement de nos mémoires, de notre passé, de nos endoctrinements, de nos conditionnements, on va continuer de projeter des histoires qui ne nous appartiennent pas sur les autres mouvements, etc. Et pour moi, être libre, c'est vraiment être capable de choisir, mais un vrai choix. Pas un choix de ce qu'on a pris en nous comme étant vrai. Et pour répondre à la dame sur la mère et la petite fille, oui, il y a des pays, c'est terrible, et après-demain, moi je vais en Algérie. Et je vais vous dire, je suis fascinée, c'est magnifique ce qui se passe. Parce qu'en Algérie, depuis déjà 2-3 ans, nous sommes plusieurs de nos collègues à aller animer des séminaires parce que les femmes demandent à ce qu'on vienne leur apprendre à se libérer justement des endoctrinements, des mémoires cellulaires. Elles veulent le faire dans la conscience, dans la douceur et pas forcément en militant contre. Et ben moi je suis émerveillée et pourtant pendant 2 ans j'ai refusé d'y aller. Je sais pas, je me disais quoi, je vais pas aller en Algérie, puis d'un coup je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est moi qui porte une opinion et je prends l'avion demain et vous pouvez pas savoir comme je suis enthousiaste, elles sont au moins une 30aine, une 40aine à attendre. Mais il se passe plein de choses dans tous ces pays qui sont soit des enfermés, mais les femmes, c'est les femmes. C'est les femmes qui parce qu'elles sont mères, comme vous avez dit, potentiellement mères, porteuses de vie, et il y a un niveau de conscience qui est en train de monter sur la planète. On n'a jamais vécu ça avant. C'est merveilleux. Et c'est vrai que les femmes, c'est pas de la supériorité, c'est juste que c'est plus facile pour elles d'échanger, de partager, d'ouvrir le cœur, etc. Bon, voilà ce que je voulais dire.
pense qu'on a toutes à œuvrer, chacune intérieurement, mais aussi ensemble. Et nous sommes 4 femmes qui nous sommes rassemblées pour créer l'appel au féminin. Et cet appel au féminin, c'est justement un appel aux hommes lunaires, aux femmes solaires, pour voir comment concrètement nous allons aider à cette société en transition. Alors nous avons créé l'appel au féminin, un colloque participatif qui aura lieu à Montpellier le 18 et 19 janvier 2020, où nous avons invité 24 intervenants, des hommes et des femmes, et qui vont donc parler sur le développement personnel, la culture, l'environnement et l'écologie, et justement l'implication sociétale. Et donc, avec sur le thème, vous savez, des forums participatifs, pour que justement, de ce rassemblement et tous ensemble, nous puissions mettre des graines pour voir comment nous pouvons aider à cette transformation de notre société. Voilà. Merci. Parce que je l'ai connue avant la femme solaire, et je voudrais reconnaître publiquement la femme incroyablement courageuse qui a osé et qui, malgré bien d'actions, et j'ai assisté à une action masculine très très difficile pour toi, quelqu'un qui t'a volé tes frayeurs, et c'était incroyable. Et Paula, contre vent et marée, elle a toujours continué, et tu es une inspiration pour nous toutes, et tu le seras toujours. Merci.